alors même que la France a fait un certain nombre de réformes qui la mettent dans une meilleure position aujourd'hui vis-à-vis de cette compétition. Ouais, mais enfin, vous avez vu les chiffres, 42 000 emplois, 42 000 chômeurs de plus le mois dernier, 676 000 chômeurs de plus depuis l'arrivée de François Hollande, et c'était la même chose sous le quinquennat précédent. Et la France est devenue une exception. Oui, c'est ça qui est important. Alors, c'est ça qui est important. C'est-à-dire, je crois que ce que ressent l'opinion française, à la limite, quand le monde entier est en crise, ou quand tout l'Occident est en crise, eh bien, nous sommes comme les autres, nous souffrons avec les autres, et à la limite, l'opinion l'intègre. Là, ce qui est très, très frappant, c'est que non seulement, on va dire, des pays développés, comme les États-Unis, sont en plein emploi, mais nos voisins... 5%. Nos voisins proches, c'est-à-dire évidemment l'Allemagne, qui a toujours été le modèle, mais on regarde l'Angleterre, qui est en train, ou la Grande-Bretagne, qui est en train de voir son taux de chômage, on va dire, lui aussi se rapprocher du taux allemand. On est à 4,6%, c'est-à-dire on est dans des situations de plein emploi où d'ailleurs il ne peut pas baisser davantage. Et même, et là c'est ce qui est plus frappant encore dans les derniers chiffres, c'est que la France, pour la première fois depuis très longtemps, a son taux de chômage qui est supérieur à celui de la moyenne de la zone euro. Et ça, évidemment, ça veut dire, dans la zone euro, vous avez l'Espagne, vous avez la Grèce, vous avez des pays avec un taux de chômage extrêmement fort. Et là, pour le coup, je pense que l'opinion publique française sent bien que, on va dire, le discours classique, on a tout essayé contre le chômage, donc voilà. Manifestement, c'est pas celui qui fonctionne ailleurs. Sur le constat, quand on voit ça, on a peur pour son boulot et on se dit pourquoi est-ce que la France est le seul pays européen où le chômage ne recule pas. On se dit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la maison France là. Philippe Frémaux. Sur tous nos voisins vont mieux. Il faut d'abord choisir les voisins. Quoi. Non, on est au-dessus de la moyenne. On était en dessous tout le temps. Quel est le taux de chômage en Italie en ce moment? Non, mais il baisse. Oui, mais il baisse. Il y a eu 500 000 emplois de plus en Espagne en un an. Nous, on a fait moins 130 000. Ils sont au-dessus de nous. Et en Espagne, ils sont passés par un épisode qui fait que, franchement, je n'envie pas l'Espagne. Ils sont encore à 21% de taux de chômage. Donc, je veux dire, peut-être que... Je ne dis pas que la situation française est bonne. Je dis simplement qu'on a toujours tendance en France, et à juste titre, à se comparer à ceux qui ont des meilleurs chiffres que nous. Ensuite, il faudra débattre au cours de cette émission du prix qui a été payé par les pays qui ont des bien meilleurs chiffres que nous. C'est-à-dire que le fait d'avoir un taux de chômage beaucoup plus bas, comme l'ont les Britanniques aujourd'hui, se paye aussi du fait qu'une grande partie des emplois qui sont créés sont des emplois d'extrêmement mauvaise qualité. Vous savez que 2,8% à peu près des emplois britanniques, aujourd'hui, c'est des contrats zero-hour job. C'est-à-dire c'est des contrats où, effectivement, l'employeur vous appelle quand il a besoin de vous, et pendant 3 semaines, vous pouvez avoir 0 heure de travail. Mais c'est moins de 3% des emplois. C'est 3% des emplois. Oui, mais si vous rajoutez ces 3% des emplois au taux de chômage, si vous rajoutez ensuite l'ensemble des emplois précaires, très mal payés, qu'on trouve en Grande-Bretagne, vous arrivez à des taux qui sont effectivement encore inférieurs aux taux français, mais qui sont considérables. Bon. De la même manière, en Allemagne, on sait très bien que la baisse du taux de chômage très importante qu'ont connu les Allemands a été aussi accompagnée d'un développement de la pauvreté. Dans la mesure où le choix qui a été fait... Est-ce qu'on n'a pas dit la même chose des mini-jobs en Allemagne? Oui, et puis à la fin, on a l'impression que c'est ça qui crée une dynamique et qui fait que le taux de chômage diminue. Oui, le taux de chômage diminue, mais il faut voir que parallèlement en Allemagne, la pauvreté s'est accrue. Alors je ne dis pas du tout que la situation française est bonne. Je dis simplement qu'avant de se jeter sur les solutions des voisins, il faut voir quel est leur impact sur les inégalités, sur la répartition des revenus et sur la pauvreté. La question, c'est de savoir si on peut, en France, avec une croissance relativement faible, arriver à engendrer plus d'emplois sans pour autant produire plus de pauvreté. Michel Godet, ce sont des emplois de mauvaise qualité chez nos voisins allemands et britanniques? C'est toujours ce qu'on avance comme argument. Je crois qu'il faut voir une chose, c'est pour un chômeur, quel qu'il soit, avoir un emploi même précaire, même dit de mauvaise qualité, c'est porteur d'avenir. Même si c'est le soir, il voit plus sa famille, c'est payé au lancière, il peut être viré du jour au lendemain. C'est pas bien, naturellement, mais c'est l'insertion qui développe les compétences. Et les gens, donc, qui sont en situation d'insertion, même précaire, c'est mieux que d'être en exclusion définitive. Le lien avec le marché du travail est fondamental. Et c'est bien ce qu'ont montré les réformes en Allemagne, car quand vous développez vos compétences, eh bien, vous accédez, finalement, vous êtes dans le manège de l'emploi et vous finissez par accéder à un meilleur cheval. Alors, je voudrais revenir sur le passé, les grandes tendances. N'oubliez pas qu'en 1980, c'est pas si vieux, on était à peu près au même niveau de vie que l'Allemagne par habitant. Il faut regarder la richesse du pays. On était à 20% au-dessus des Anglais, dont on critique le modèle, mais aujourd'hui, ils nous ont rattrapés, même un petit peu dépassés, en PIB par habitant. En richesse par habitant. Non, mais pour revenir sur la question de l'emploi... L'Allemagne est à 20% au-dessus, Véronique, donc ils sont meilleurs que nous. Véronique Descac, est-ce que vous êtes d'accord avec Michel Godet qui dit, au fond, mieux vaut un emploi, même de mauvaise qualité,
que de pas d'emploi du tout et de se retrouver au chômage? Non, parce que ce que Michel Godet vient d'expliquer est contredit par ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, où certes le taux d'emploi et le taux de chômage est faible, mais où on voit toute une partie de la population qui n'est même plus mesurée dans les statistiques parce qu'ils se sont éloignés complètement de l'emploi. Ils ne sont même plus dans le viseur de la statistique publique. Donc voilà, moi je pense que nous avons un challenge dans notre pays de redresser l'économie, non pas en la tirant vers le bas et en tirant le coût du travail vers le bas, la protection sociale par le bas, mais au contraire en améliorant la qualité des produits et des services que l'on vend pour être plus compétitifs. Et améliorer la qualité des produits et des services, ça nous permettra de les vendre plus cher, mais ça permettra aussi d'offrir aux salariés des emplois et des emplois de qualité. Et il y a tout un tas de chantiers, la transition énergétique, Alors, justement, le numérique. Comment créer des emplois? Tout doit être tenté contre le chômage. François Hollande l'a redit ce matin à l'Élysée à l'occasion d'une remise de prix. Manuel Valls annoncera le mois prochain, on parle du 13 janvier, un plan massif pour l'emploi. Il nous promet de mettre le paquet, je cite, sur l'apprentissage et la formation des chômeurs. Plus de détails avec Romain Becker et Joël Lefebvre. Dans le domaine de l'emploi, où jamais tout n'a été essayé. Et que la formule, c'est que tout doit être essayé. Tout et partout. À l'Élysée aujourd'hui, comme dans les bureaux de vote lors des dernières élections régionales, c'est la priorité du moment, l'emploi. Face au score du Front National et à l'aube de la dernière année pleine du quinquennat, la lutte contre le chômage est donc plus que jamais l'objectif numéro 1 du gouvernement. Parmi les pistes annoncées par Manuel Valls dès le lendemain du second tour, la formation des chômeurs, notamment les moins qualifiés. Je suis demandeur d'emploi, j'ai perdu mon travail auparavant. Et je voulais me reconvertir vers quelque chose que j'aimais. Donc j'ai choisi la maçonnerie parce que j'ai l'impression d'apporter ma pierre à l'édifice. Donc mon but à moi, c'est de monter ma société. Sur ce chantier, 1000 personnes bénéficient chaque année d'une formation payée par Pôle emploi. Mais tous les chômeurs n'y ont pas accès. Sur 32 milliards d'euros alloués chaque année à la formation professionnelle, 4 seulement sont destinés aux chômeurs. Devant cette agence Pôle emploi, certains s'impatientent. Ça va faire 6 mois là que tous les jours je reviens, chaque semaine je suis là. Pour une formation? Pour une formation ou pour un emploi. Je fais un truc financé par Pôle emploi et un truc sûr et voilà qui me plaît et voilà où j'ai des débouchés, où j'ai des perspectives d'avenir. Le mois prochain, le gouvernement détaillera son plan pour l'emploi, en grande partie consacré à la formation des chômeurs. Une stratégie efficace, mais insuffisante pour faire massivement baisser le chômage, selon cet économiste. En soi, ce n'est pas une mauvaise idée. D'ailleurs, ça va faire baisser les chiffres du chômage nécessairement, puisque les gens qui seront en formation ne seront plus au chômage mécaniquement. Après, tout dépendra des moyens, tout dépendra des secteurs et tout dépendra de la manière dont ce sera fait. Les pays qui ont réussi à faire reculer le chômage à l'aide de la formation ont mis massivement les moyens au niveau de la formation. C'est-à-dire ils ont mis 4 à 5% du PIB, comme le Danemark dans les années 90, sur la formation. Or, c'est visiblement pas ce qui est annoncé, mais il faudra voir les détails des mesures. En France, les politiques de l'emploi ne représentent que 2,5% de la richesse nationale. La reprise économique. Autre priorité pour l'exécutif, développer l'apprentissage en y associant les régions qui financent une partie des centres de formation et versent la prime d'apprentissage aux entreprises concernées. 7 conseils régionaux sont désormais aux mains de la droite, mais certains dans l'opposition appellent à un pacte républicain. Je pense qu'il faut une priorité sur l'emploi. Et quand je dis travailler, c'est certainement pas des compromissions, c'est certainement pas un gouvernement d'union nationale, c'est simplement de dire on a été d'accord ensemble, droite et gauche, pour battre le Front National, alors soyons ensemble, d'accord, pour faire en sorte que la cause du Front National première, le chômage, soit réglé. Une proposition accueillie favorablement par Manuel Valls. L'objectif du gouvernement, passer de 400 000 contrats d'apprentissage en 2014 à 500 000 en 2017. Le Premier ministre a annoncé la mise en place d'une conférence qui réunira tous les présidents de région, mais le consensus sera difficile à trouver. Est-ce qu'ensuite, on doit être capable, sur des sujets d'intérêt général, de se mettre autour de la table et de travailler ensemble, tous partis confondus, bien sûr.
Si sur l'emploi, le Premier ministre a fait une proposition en disant je vais faire des relances sur l'emploi et je vais m'adresser aux régions. Aux régions. Moi, Notamment sur l'apprentissage. Je ne ferai pas preuve de sectarisme et tout ce qui permettra d'améliorer la situation de l'emploi en Rhône-Alpes-Auvergne m'intéresse. Mais attention, s'il s'agit encore de nous proposer les énièmes mesures de traitement social du chômage, consistant à mettre les gens en formation pour les sortir des statistiques du chômage, c'est sans moi. Parce que je crois au social par le travail, je ne crois pas au social par l'assistanat. Les derniers chiffres du chômage, ceux du mois d'octobre, sont les plus mauvais depuis janvier 2013, plus 1,2%, soit 3 600 000 personnes sans activité. Les prochains seront publiés dans 2 jours. Manuel Valls nous annonçait un grand plan massif, une réponse massive, et puis c'est quoi? C'est de la formation pour les chômeurs et c'est plus d'apprentissage. Pardon, mais j'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'on entend ça. Vous n'avez pas été déçu, vous, par l'annonce de Manuel Valls? Il n'a encore rien annoncé. Des pistes. Il n'a encore rien Oui, annoncé. mais il a donné les pistes. Non, mais plus mettre le paquet sur la formation et sur l'apprentissage. Et la formation, c'est un avec vrai sujet. l'argent qu'on va faire des réformes. Parce que tout à l'heure, le chiffre a été évoqué, 2,5% du PIB national, la dépense pour l'emploi. Faites le calcul, c'est à peu près 100 milliards d'euros. Avec 100 milliards d'euros sur le papier, vous pouvez... 100 milliards d'euros, faites 2,5%, faites le calcul, ça vous ferait la possibilité de créer 5 millions d'emplois payés au SMIC, charges comprises. Donc on se rend bien compte que ce n'est pas l'argent qui manque, c'est la mauvaise répartition et l'inefficacité des dépenses. L'apprentissage, il se trouve que j'étudie en ce moment de près cette question. Bon, il est vrai que ce n'est pas normal que les chômeurs ne bénéficient pas de la formation. Ah oui, donc vous parliez de l'apprentissage. Oui, sur l'apprentissage, parce qu'il y a l'apprentissage et contrat de professionnalisation, qui est une voie un peu plus légère et plus souple, d'ailleurs inventée avec la coopération des syndicats, et il faut le saluer. Mais elle ne bénéficie pas, le contrat de professionnalisation ne bénéficie pas des avantages en matière de charges, par exemple. C'est une des revendications. Les premières, notamment des compagnons du devoir, c'est qu'ils puissent s'appliquer. Ils ont la moitié d'apprentis et la moitié de jeunes en contrat de professionnalisation. C'est moins rigide et moins exigeant du point de vue aussi de la formation générale. Parce que un des problèmes de toutes ces questions d'apprentissage par rapport à l'Allemagne, qui a 3 fois plus d'apprentis, ou la Grande-Bretagne, qui a 800 000 apprentis, ils ne sont pas, eux, à 500 000, ni 400 000, c'est 800 000 déjà. Donc, regardons ce qui marche chez les autres, même s'il y a des choses qui ne marchent pas. Eh bien, l'un des problèmes, c'est que chez nous, c'est beaucoup trop centré sur l'éducation nationale, et beaucoup trop entre les mains de gens qui sont loin des réalités professionnelles. On ne peut plus toucher à une machine quand on fait de l'apprentissage, parce que c'est dangereux au nom de la sécurité, le principe de précaution. Donc, il faut revenir. L'apprentissage est trop théorique et trop loin du monde de l'entreprise. Trop loin des besoins des entreprises. Mais ce sont là les vrais pistes. Parce qu'il y a une question Internet. L'emploi peut-il reprendre sans une réforme profonde du Code du travail à laquelle la gauche a toujours été hostile? Est-ce que, je veux dire, on ne raisonne pas dans les schémas classiques, là? On a entendu François Hollande dire on n'a pas tout essayé. Non, mais bon, la formation et l'apprentissage, on a l'impression que ça fait 30 ans qu'on essaye. Je crois qu'il faut sortir de l'idée qu'il y aurait une solution magique pour le chômage. Je pense, c'est ce que disait Laurent Berger il y a quelques jours, mais je crois que sur ce plan, il a évidemment raison. Vous savez, ce qui fait le niveau d'emploi dans une société, c'est à la fois évidemment la dynamique de l'offre, c'est-à-dire la qualité des entreprises, des produits qui fait qu'on peut être compétitif. Et ça, c'est pas quelque chose qui se décrète en 5 minutes. Il faut agir là-dessus. C'est aussi l'investissement dans l'éducation, dans la recherche, etc. Ensuite, il y a la qualité de la politique économique. Et on voit bien qu'aujourd'hui, elle est très contrainte, puisque la politique monétaire ne peut pas être plus favorable. La politique budgétaire, elle est contrainte par les déficits qui nous obligent effectivement à plutôt une politique restrictive. Donc on attend de l'extérieur que la solution miracle vienne. C'est ce que fait le gouvernement depuis maintenant en gros 3 ans avec sa politique de l'offre. Mais l'extérieur, il n'est pas si dynamique que ça. Et ce n'est pas la baisse du prix du pétrole. Enfin, il n'y a pas de miracle qui arrive de ce point de vue-là. Donc il n'y a rien à attendre du côté d'un assouplissement du Code du travail. Non. Et qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? On dit la solution miracle, ça va être d'alléger le Code du travail. Alors c'est vrai que si on a une législation du travail extrêmement rigide, ça ne facilite pas le travail des entreprises. Mais si dans le même temps on va vers la libéralisation absolue, à ce moment-là, qu'on m'explique pourquoi des pays où il y a une libéralisation absolue, comme dans les pays du tiers-monde, moi je pense à la Suisse. Il n'y a pas le plein emploi. Non, en fait, le Code du travail, c'est aussi un moyen pour les entreprises d'être en situation d'avoir des salariés qui sont fidèles, sur lesquels on investit,
et sur lesquels, effectivement, on bâtit une compétitivité. Philippe de Sertine, il n'y a pas de recette miracle et au fond... Non, je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Je pense qu'on a un peu écarté trop vite, là, tout à l'heure, dans la discussion. Vous avez dit la pauvreté a augmenté en Allemagne. Que je sache, ce n'est pas en France que nous sommes dans un modèle de manque de pauvreté. Le taux de SDF en France est plus fort que celui d'en Allemagne. On a parlé des statistiques aux États-Unis. Les statistiques françaises, malheureusement, sont aussi spécialistes de la radiation. Aujourd'hui, on baisse le chômage éventuellement par la radiation des chiffres. Donc nous sommes dans une situation en France française qui n'est pas tolérable telle qu'elle est aujourd'hui. Et lorsque Jean-Pierre Raffarin a appelé l'Union nationale, vous voyez, c'est pas chercher le plus petit commun dénominateur entre la gauche et la droite, parce que ça, c'est exactement ce qu'on est en train d'évoquer, c'est les vieilles méthodes en disant on a tout essayé, on n'y arrive pas. Je crois qu'on doit vraiment se dire notre logiciel ne fonctionne pas. C'est pas normal qu'on soit à 10,3% de chômage quand on est normalement la deuxième économie. On n'a ni la protection ni l'emploi, comme vous venez de le dire. Quelles sont les pistes? Mais je crois que nous avons fait le choix en France, il faut le dire aujourd'hui. Nous avons fait le choix de refuser l'idée des travailleurs pauvres. Nous avons préféré, entre guillemets, des chômeurs riches, ce qui n'est pas vrai. Les chômeurs ne sont pas riches en France et nous n'avons pas de travailleurs pauvres qu'éventuellement l'État pourrait aider et pourrait former. Nous sommes dans cette idée où, en réalité, la classe politique, on va dire l'ensemble des acteurs sociaux, ont accepté qu'en France, il y avait plus de chômage qu'ailleurs. Mais Philippe de Sertine, vous dites qu'il faudrait accepter l'idée de travailleurs pauvres. Absolument, et l'idée de formation de travailleurs pauvres, ou en tout cas de travailleurs... Le mini-job payé 400 € par mois. Aujourd'hui, à combien est le RSA ? Le RSA, parce que quand on est 700, quand vous êtes un couple, lorsque vous êtes une personne, c'est 500 €. C'est-à-dire, à ce prix-là, on ne vit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez le RSA, en fait, on a accepté ce que aussi, qui est, on va dire, en filigrane des chiffres du chômage, on a accepté le travail au noir. C'est-à-dire, non seulement vous avez le problème du chômage, mais vous avez le problème du travail au noir et le problème des non-rentrées fiscales pour l'État, qui plus est, devant payer de plus en plus parce que le chômage augmente et que les prestations sociales sont tellement lourdes à payer par l'État. Nous sommes dans cette équation impossible. Il faut arrêter de dire que oui, il n'y a pas de solution miracle, mais il y a un problème de modèle qui ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, avec il n'y a pas de solution miracle, en fait, on ne fait rien depuis 30 ans. Alors, Véronique Descalques, je vous vois hocher la tête en disant non. Parce qu'il n'y a pas de solution miracle pour le court terme, mais il y a des solutions pour le moyen-long terme. Et la solution, c'est clairement la formation, c'est un vrai sujet. Ce qui fait la précarité dans notre pays, ce qui fait cette fameuse dualisation du marché du travail dont on nous parle souvent, on nous dit qu'il y a une dualisation entre ceux qui ont un emploi stable et ceux qui tournent dans la précarité. Mais en fait, ce n'est pas le contrat de travail qui fait cette dualisation, c'est la qualification. Moins on est qualifié, plus on a de chances d'être au chômage. Aujourd'hui, parmi les demandeurs d'emploi, il y a 700 000 personnes qui n'ont aucune qualification. Donc c'est bien ce sujet, aucune qualification. Aucune qualification. Il y a un problème d'école, d'éducation. Il faut de formation professionnelle aussi. C'est tout l'objet de la réforme de la formation professionnelle qui vient d'être faite. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a des réformes en cours et elles vont produire, elles sont en train de produire. Donc il faut que la formation professionnelle s'oriente plus vers les demandeurs d'emploi et vers les salariés sans qualification. Et s'il y a un vœu qu'on peut émettre auprès du Premier ministre, c'est que le plan qui va annoncer début janvier, c'est qu'effectivement, il investisse massivement dans la qualification des salariés. Véronique Descalques, vous ne croyez pas le gouvernement va annoncer des mesures en faveur de l'emploi à domicile? Il y a aussi la loi Macron 2 qui va permettre les petits boulots d'Internet. Je dis ce chiffre, 25% des chauffeurs Uber, 25% étaient au chômage depuis plus d'1 an. C'est pas une piste, ça? Parce que alors, vous dites, oui, c'est des emplois de mauvaise qualité, mais c'est de l'emploi. Mais ça peut être une piste. Peut-être qu'un chauffeur VTC est plus heureux d'être derrière son volant que d'être chez lui en train de se morfondre. Mais absolument, ça peut être une piste à condition de faire ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire à condition de faire en sorte que ce travail soit justement rémunéré, soit fiscalisé et participe à la protection sociale et que donc le salarié qui en bénéficie puisse aussi bénéficier d'une protection sociale. C'est pour ça qu'à la CFDT, nous, on est très intéressés, par exemple, par l'idée du compte social personnel, où on peut se dire, il y a peut-être un salariat traditionnel qui va demeurer, et puis il y a tout un tas d'activités qui peuvent se développer à la marge du salariat dans une relation... d'auto-entrepreneur? Dans une relation d'auto-entrepreneur, mais dans laquelle on est quand même dans une certaine dépendance économique avec un donneur d'ordre, en l'occurrence une plateforme pour Uber. Il faut réguler ces plateformes. Nous, on ne veut pas les interdire, on ne veut pas faire rentrer tout le monde dans le code du travail. On veut réguler les plateformes de façon à ce que les chauffeurs Uber ne soient pas sous le joug d'une plateforme qui va leur imposer des coûts, mais on veut aussi leur permettre de bénéficier d'un salaire décent et d'une protection sociale. Donc, le compte social personnel peut participer à ça. C'est une piste. Pour favoriser les petits boulots. Mais ce n'est pas la précarité généralisée. Michel Godet. Il est faux. Enfin, là, c'est important parce que ce qui se passe avec le numérique, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est une révolution de compétitivité internationale et nationale qui affecte les services
et pas simplement l'industrie. Donc, de toute façon, il est urgent d'agir, on ne peut pas ne pas agir. Mais je voudrais dire que c'est faux de dire qu'on a tout essayé, pas de niveau central, mais au niveau local, puisque aujourd'hui, dans le pays de Vitré, on l'a couronné d'ailleurs dans le pays, ils sont à 5% de chômeurs. Donc il n'y a pas que la Suisse qui a 3% de chômeurs. C'est possible même chez nous. Regardons comment font ceux qui réussissent à avoir 5% de chômeurs. Et ça, les jacobins que nous sommes ou qui nous entourent, ils cherchent des solutions vues de Paris central, de Bercy, qui seraient des solutions papier, moi j'appelle ça, et ils disent ben non, ça ne marche pas, ou ailleurs. Et donc regardons comment font ceux qui réussissent à réinsérer les chômeurs de longue durée. Pierre Choux à Dijon, hein, je l'évoque à chaque fois que j'ai l'occasion. Il y a des régions voilà, où il y a le plein emploi. Un mot sur la politique du gouvernement qui baisse les charges depuis, avec le CICE, etc., qui a baissé, voilà, le pacte de responsabilité. On vous baisse les charges, le gouvernement l'a fait, 41 milliards, et en échange, les patrons devaient embaucher. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de là? On a l'impression qu'on a baissé les charges pour les patrons et en face, il n'y a pas eu les embauches. En tous les cas, le chômage continue d'augmenter, Philippe Frémaux. Non? Alors, je sais effectivement qu'il y a une vraie discussion entre, évidemment, les organisations syndicales et le patronat sur le fait qu'il y a certaines branches qui ont joué le jeu et d'autres qui ne l'ont pas joué, mais Véronique Descalques l'expliquera mieux que moi. Ce que je pense simplement, c'est que la politique qui a été suivie par le gouvernement depuis 5 ans, baisse de charge, même s'il a constamment affirmé que le but était de réduire le chômage, n'était pas d'abord de réduire le chômage. Et d'ailleurs, il suffit de s'apercevoir qu'aujourd'hui, il se rend compte qu'il y a une priorité, alors que ça fait quand même plus de 3 ans qu'ils sont au pouvoir. Et elle est d'abord pour but, dans une situation extrêmement contrainte par le contexte européen, de rétablir la compétitivité des entreprises. Voilà. Et donc, pour ce faire, ils ont fait une politique de l'offre. Une politique de l'offre, si elle produit des effets positifs sur l'emploi, c'est pas de la première année, ni la seconde, ni la troisième. Et ça suppose en plus qu'on ait un environnement extérieur relativement... Vous voulez dire qu'entre le moment où les entreprises sont en bonne santé et le moment où elles embauchent, c'est long, il faut attendre 4 ans. Les exemples qu'on donne toujours, par exemple de la Suède ou du Canada, qui ont réalisé des ajustements budgétaires extrêmement forts et qui s'en sont très bien sortis, c'est aussi parce que la Suède, elle est dans un environnement européen qui, à ce moment-là, était plutôt porteur, et le Canada était porté par la reprise américaine, avec une très grosse économie à côté de lui, dans laquelle il est très intégré. Je veux dire, la France n'a pas bénéficié, évidemment, depuis 3 ans, de cette situation. Elle en bénéficie un peu plus aujourd'hui, mais d'une manière qui reste modérée, et ça suppose que il ne s'agit pas de choisir entre compétitivité et solidarité. Il faut être compétitif. La compétitivité, ça se construit à moyen terme, ça se construit aussi à court terme, parce qu'il y a aussi des enjeux de coûts, et ça n'empêche pas d'être solidaire. Mais si on est solidaire, ça suppose aussi un partage des revenus. Alors, soit on dit... Ça veut dire quoi, ça, être solidaire, un partage des revenus? Ça veut dire que soit on se décide, on dit on va créer plein d'emplois à très bas niveau de revenus, et ceux qui sont bien payés, comme nous, on pourra consommer plein de services, c'est très bien, on aura du personnel, ça va créer plein d'emplois. Vous paierez plus d'impôts. Soit on choisit de payer effectivement plus d'impôts, de faire payer éventuellement un peu plus. C'est la prime d'activité, ça. Et quand quelqu'un travaille, on lui donne de l'argent pour lui dire c'est bien. Et verser des primes d'activité plus importantes, par exemple aux jeunes qui acceptent de prendre des boulots. Philippe de Sertine. Oui, mais c'est justement, ce qui était extrêmement intéressant, c'est que finalement les solutions les a entrevues. Quand vous dites la prime d'activité, le problème c'est que normalement, elle devait venir pratiquement systématiquement compléter le RSA. Or, ce n'est pas ce qui s'est produit. C'est-à-dire qu'on doit vraiment s'interroger. Je crois que là, on évoque beaucoup les statistiques. C'est toute la question, on va dire, des vrais gens qui sont dans ces situations. On évoque le chômage des jeunes. C'est des vrais gens qui sont désespérés. Et les vrais gens, là, on voit leur réaction au moment des élections. C'est pour ça qu'on ne peut plus rester avec des discours en disant on essaie, oui, on va refaire de l'apprentissage. Oui, mais le Front National, il monte, il nous envoie des messages. Là, pour le coup, on a maintenant des interpellations. On ne peut plus se permettre, à mon sens, depuis, on va dire, ces élections, les dernières élections, on voit le premier parti de France, qui est un parti, effectivement, qui doit interpeller les élites, les gens qui réfléchissent, les gens qui proposent en disant c'est pas possible. Il dit rien à part la préférence nationale. Mais c'est clair qu'en revanche, il collecte là-dessus. Et d'autre part, on doit aussi parler du terrain, du patronat. Vous êtes en train d'évoquer tout à l'heure, mais ça veut dire quoi un échange? Vous voyez, en disant vous faites le CICE, vous allez embaucher. Vous êtes petit patron aujourd'hui. C'est là-dessus qu'on espère aujourd'hui le plus de création d'emplois. C'est dans les PME, PMI. Oui. Vous êtes un petit patron aujourd'hui. Est-ce que vous êtes dans une situation où vous allez avoir des problèmes avec les prud'hommes, vous avez des problèmes avec les contrats, vous avez des réglementations, mais c'est ça le quotidien. Mais c'est ça le quotidien. Mais enfin, je veux dire, la réalité humaine sur le terrain, on doit la comprendre. Pourquoi aujourd'hui les PME n'embauchent pas? C'est pas parce qu'ils ont décidé d'être méchants avec la France. Le choc de simplification n'a pas eu lieu. Mais pas encore, bien entendu. On en est très très loin. Vous êtes aujourd'hui dans l'agriculture, vous êtes dans la production, vous êtes dans les services, vous êtes sans arrêt confrontés avec une réglementation
réglementations de plus en plus lourdes. Et je le répète, ça fait écho à la détresse sociale qu'ont les personnes en face. Et je veux dire, on le voit, nous, notre boulot, c'est de regarder les stats, mais on écoute les vrais gens aussi. Et les vrais gens sur le terrain, ils vous disent ça, aussi bien quand ils sont au chômage que lorsqu'ils n'embauchent pas. Véronique Descac, c'est François Hollande qui dit que dans le BTP, le temps papier est supérieur. Beaucoup des vrais gens, au temps il faut aussi construction. des vraies entreprises. Et ce qui manque dans ce qui a été expliqué par Philippe Frémaux dans le pacte de responsabilité, c'est qu'il y a eu les baisses de charges. C'est qu'on en attend de l'emploi. Mais entre les deux, il y a quoi? Entre les deux, il y a la responsabilité des entreprises et je dirais même des filières professionnelles sur l'investissement et l'innovation. Et c'est ça qui a manqué aujourd'hui dans un contexte international difficile. Mais aussi avec une certaine frilosité, un certain nombre de filières professionnelles ne se sont pas suffisamment interrogées sur leur stratégie d'avenir, sur Elles n'ont pas profité de ces baisses de charges pour investir. Elles n'ont pas profité de ces baisses de charges pour investir, pour innover, et si elles ne font pas ça, le volet emploi, on voit bien, il patine. Véronique Descac, alors on reproche aux entreprises d'avoir bénéficié de ces baisses de charges, non pas pour investir, mais pour avoir augmenté les salaires. Ils se sont contentés, c'est vrai, ils se sont contentés de se dire on va être plus compétitifs. Alors on va reprocher au patron d'avoir augmenté les salaires, c'est un peu fort de café, non? On confond grande entreprise et petite entreprise. Je rappellerai quand même que sur 3 150 000 entreprises dans ce pays, il y en a 3 millions qui sont des entreprises unipersonnelles. C'est des solos, comme on dit. Ils n'ont pas d'employés parce qu'ils ne font pas le saut de la première embauche, parce qu'ils savent très bien que s'ils se trompent de personne ou de perspective de marché, ils seront obligés de mettre la clé sous la porte. Il a raison de dire, mon ami de Sertine, qu'effectivement, les rigidités sont telles en France que ce n'est pas favorable et les conditions ne sont pas les mêmes dans les autres pays, notamment en Suisse, où il y a 3% de chômeurs, où il y a aussi un apprentissage très développé chez les jeunes. On sait ce que font les autres, mais on dit c'est pas applicable chez nous, c'est pas transposable. Non. Alors la loi Macron visant à plafonner les indemnités de licenciement, elle a été retoquée par le Conseil constitutionnel. On en parle beaucoup, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de décrets d'application. Si seulement la droite avait aidé la loi Macron à passer un peu plus... La droite devrait aider la gauche dans ce combat, là, sur des points comme ça, non? Oui. Sur le seuil. Bien évidemment, comme l'a dit Raffarin tout à l'heure, la maison est en feu, il faut tous éteindre. On verra après pour discuter des choses qui nous fâchent. Non, là où je ne peux pas suivre notre ami de Sertine, c'est effectivement, je veux dire, je ne vais pas vous faire le coup de Giscard face à Mitterrand. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Je veux dire, les vrais gens, j'en connais, j'en vois tous les jours. Moi, j'habite dans une banlieue, où, effectivement. Oui, mais je veux dire, c'est pas au nom de la détresse des vrais gens qu'on va justifier effectivement la remise en cause de toute une série de règles sociales qui sont aussi des règles de moralisation du marché du travail. Je veux dire, c'est vrai. Vous avez l'impression qu'on va rendre le patron tout puissant avec ce petit jeu? Moi, j'ai été patron d'une PME pendant 15 ans. Un peu particulière. Je sais très bien. Pas du tout. Ah si, j'étais quand même tous syndiqués. Pas du tout. Pas du tout. J'étais patron d'une PME pendant 15 ans. C'était une coopérative, c'est vrai. Mais on distribue que ce qu'on vend, on distribue que ce qu'on gagne. Et je veux dire que de fait, on savait très bien qu'on embauchait quand on avait des perspectives de croissance et on n'embauchait pas quand on n'avait pas de perspectives de croissance. Et par contre, on a embauché avec les 35 heures parce que de fait, ça nous a permis, à niveau d'activité égal, de créer des emplois. Philippe Frémaux, vous disiez on embauchait quand on avait des perspectives de croissance. Transition idéale avec le sujet suivant, puisqu'après une année 2015 en demi-teinte du point de vue de la croissance, on attend pour 2016 un léger mieux avec une croissance à 1,5% contre 1,1 cette année. Un léger mieux qui permet d'espérer une embellie du côté de l'emploi. Gladys Laffitte et Yvan Vastio. Ça, c'est un éclairage portatif avec un tube LED extrêmement lumineux qui permet de travailler sur n'importe quel chantier de nuit. Des lampes de luxe, fabriquées dans cette PME de la région parisienne, qui pour la première fois en 5 ans va finir l'année dans le rouge. Début d'année catastrophique, ensuite les vacances très dures, la reprise qu'on attendait au mois de septembre ne s'est pas faite, les derniers événements n'ont pas aidé non plus. Et là, tout juste en fin d'année, on a l'impression que ça y est, il y a quelques contrats qu'on attendait depuis longtemps qui enfin arrivent. Alors je ne vous dis pas le niveau de stress, c'est tout le temps, quoi. Une éclaircie à la fin d'une année 2015 en dents de scie pour la croissance française. Après un rebond au premier trimestre, la croissance s'essouffle au second, puis repart, doucement, en cette fin d'année, plus 0,2% du PIB. Des ralentissements liés à la météo et aux attentats du 13 novembre provoquant la baisse de la consommation des ménages, mais seulement par à-coup, la croissance étant structurellement en hausse. Alors, ce qui a soutenu la croissance en 2015, c'est notamment la baisse du prix du pétrole, la baisse de l'euro, et également la baisse des taux d'intérêt, ainsi que toute une politique monétaire de la Banque centrale européenne qui est très accommodante et qui donne des sources de financement pour les entreprises.
Une reprise lente, mais reprise quand même, qui donne confiance aux entrepreneurs. 50% d'entre eux croient en l'augmentation de leur activité l'année prochaine, contre 35% il y a 6 mois. On a vraiment une forte augmentation des entreprises qui ont envie d'investir. En octobre, le climat des affaires est à son plus haut niveau depuis 4 ans. Même s'il a été touché par les attentats, les investissements reprennent. Conséquence directe de la politique économique du gouvernement Hollande et notamment du crédit d'impôt compétitivité emploi. Tout ça a permis d'améliorer un petit peu les marges, très faiblement, mais un tout petit peu malgré tout. Ça a enrayé l'effondrement de ces dernières années. Et puis le discours ambiant est devenu beaucoup plus positif pour l'entreprise. On a supprimé des tas de mesures qui étaient difficiles à mettre en place ces dernières années. Il nous reste quelques éléments compliqués. On a beaucoup parlé de 35 heures. Il y a maintenant le compte épargne, voilà, qui sont des éléments difficiles à mettre en place, qui sont des freins au développement. Mais en tous les cas, l'atmosphère est bien meilleure. Mais pas pour les exportations. L'aéronautique et l'industrie chimique ne compensent pas les régressions pour l'automobile et les métaux, plongeant la France dans un déficit commercial à 36,6 milliards d'euros sur les 10 premiers mois de l'année. Mais pour l'année 2016, le scénario est plus optimiste. L'INSEE prévoit une croissance du PIB de 0,4% sur les 2 premiers trimestres, notamment grâce à la hausse du pouvoir d'achat, plus 1,7% l'année prochaine, sa plus forte hausse depuis 2007. Une bonne dynamique en laquelle croit la Banque de France. La croissance française sera à peu près équivalente à celle de la zone euro en 2015, en 2016 et en 2017, ce qui est évidemment réconfortant. Dans tous les pays européens, des politiques économiques sont engagées pour soutenir la croissance. Dans notre pays, il s'agit essentiellement, pour celles qui ont un effet assez substantiel, bien évidemment du CICE, et puis pour l'investissement, des mesures de suramortissement qui sont engagées à partir de mars 2016. Avec une croissance de 1,1% sur l'année 2015, la France rattrape presque la moyenne de la zone euro, restant tout de même loin de la progression de l'Espagne et de la stabilité des États-Unis. Selon l'INSEE et le FMI, l'année prochaine, la croissance française pourrait bien atteindre l'objectif annoncé du gouvernement, 1,5% du PIB. Alors, question Internet. Notre PIB ne cesse d'augmenter, donc plus 1,5% en 2016, c'est-à-dire la richesse produite, mais le chômage augmente aussi. Pourquoi ? Non, pas assez. Non, mais pourquoi est-ce qu'on produit plus, donc on devrait avoir besoin de plus de main-d'œuvre pour produire plus. On a plus de natalité aussi. On a notre population s'accroît. C'est le PIB. 50 000 jeunes qui arrivent chaque année à qui il faut donner du boulot nouveau. Et que l'emploi a recommencé à croître cette année. Faiblement, mais il a recommencé à croître. Par contre, la population active croît plus vite que ne croît l'emploi. Et du coup, le chômage continue d'augmenter. D'accord. Question toute bête. S'il n'y a pas assez de boulot pour tout le monde, on disait 150 000 jeunes chaque année. Ce matin, Philippe Martinez, dans le Figaro, disait... partageons-nous le travail. Il propose la semaine à 32 heures. Pourquoi il dit personne ne m'écoute? Pourquoi est-ce que personne n'écoute le leader de la CGT quand il dit partageons-nous le travail, passons la semaine à 32 heures? Parce que ça n'a pas marché avec les 35 heures. Et les pays qui ont un taux de chômage... Non, les pays qui ont un taux de chômage le plus faible aujourd'hui sont les pays où il y a plus de gens qui travaillent, mais surtout, ils travaillent plus qu'ailleurs. En Suisse, ils viennent de voter le passage à 42 heures. Parce que c'est l'activité qui crée la richesse et donc l'emploi. C'est l'inverse. On s'est cru qu'en partageant le travail, une matière finie, on est très malthusien, on a fait une erreur collective colossale qu'on refuse de reconnaître. Le travail ne se partage pas comme un gâteau. Mais personne ne nous a suivis, et quand personne ne nous suit dans une idée qu'on croit bonne, c'est que c'est une mauvaise idée. Vous comprenez? C'est ça les 35 heures. Et à droite comme à gauche, aujourd'hui à la droite ils disent qu'ils vont revenir dessus, et à gauche ils disent à l'Assemblée de temps en temps, c'est dommage que la droite n'ait pas fait parce que pour nous c'est plus difficile. Arrêtons l'hypocrisie, rendons la liberté aux Français. Et d'abord il y en a qui travaillent d'autres. Vous êtes en train de me dire, on travaille 40 heures par semaine, mais paradoxalement on résoudrait le problème du chômage. On créerait... Bien sûr, il y a un tas d'endroits où on n'embauche pas des gens parce qu'il y a des compétences qui sont rares, donc il y a d'activités qui ne se créent pas en quelque sorte. Il y a un marché qui n'est pas devenu solvable, où on fait appel à des étrangers, des travailleurs étrangers qui sont sous statut non national. Ça pose d'énormes problèmes de concurrence. Là aussi, on n'a pas le temps on ne peut pas évoquer tous les problèmes. Je reviens sur l'idée qu'on venait d'évoquer. En dessous d'1,3 point de croissance, dans le passé, on ne créait pas d'emplois marchands.
On sait bien. Alors, et donc, Véronique Descac. Sur les 35 heures, quand même, parce que ce qui a créé de l'emploi sur les 35 heures, c'était un espèce de triptyque gagnant, c'est-à-dire qu'on a négocié dans les entreprises, dans les branches professionnelles et surtout dans les entreprises, de nouvelles organisations du travail en échange d'une réduction du travail, en échange d'embauche. Ça s'est fait en quelque sorte, voilà, un pari qu'on appelle... Je travaille moins mais mieux. Je travaille moins, mais j'accepte de travailler autrement. Ça a augmenté le coût du travail quand même, 17%. Moi, par exemple, j'étais salarié dans une banque. À l'époque, les banques n'avaient pas le droit d'ouvrir le samedi. Bon, on a dit, OK, on ouvre le samedi, mais chacun diminue un peu son temps de travail. Et surtout, les employeurs, vous vous engagez contractuellement à embaucher en contrepartie. C'est ce qui manque d'ailleurs dans le pacte de responsabilité aujourd'hui. On voit bien, c'est la fermeté de l'engagement contractuel des employeurs sur l'embauche. Et les 35 heures, ça a marché. Aujourd'hui, la question du temps de travail, c'est un peu complexifié. D'abord parce que les aspirations des gens sont diverses. Et nous pensons qu'on ne peut pas édicter une règle unique pour toutes les entreprises de tout le pays, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur activité. En revanche, renvoyer cette question de l'organisation et du temps de travail à la négociation dans les branches et dans les entreprises, oui, ça nous paraît une bonne idée. Bon, oui, Philippe de Sertoli. Oui, enfin, juste quand même, le rappel, c'est Emmanuel Macron, ministre dans ce gouvernement socialiste, qui a dit lui-même que la question... Il est fausse, en parlant des 35 exactement. Donc c'était quelque chose qui, aujourd'hui, est bien remis en question. La gauche a pu croire qu'en travaillant moins, la France irait mieux. C'était les idées fausses. Emmanuel Macron. Le fait que Macron l'ait dit, ce n'est pas à me convaincre. Je me doute bien. Non. La question est de savoir, effectivement... à quel point Emmanuel Macron est entièrement enfermé dans un économisme qui fait qu'il n'arrive pas à comprendre qu'en dehors effectivement de la croissance, en dehors de la croissance, il pourrait y avoir d'autres choses dans l'existence. Ce qui est curieux vu l'itinéraire qui est le sien. Je veux dire, non. À croissance égale, on pourrait libérer les postes de travail, c'est ça que vous dites ? Parce que derrière la question de la réduction du temps de travail, la question, c'est pas seulement une question de créer des emplois, une question économique. C'est aussi une question de mode de vie, c'est aussi une question de répartition du travail entre les hommes et les femmes, dans la façon dont on prend en charge les enfants, etc. Sauf à imaginer, effectivement... Il n'y a qu'un tiers des ménages avec des enfants. Sauf à imaginer qu'il y a forcément du personnel à la maison pour s'en occuper. Ouais. Mais ça, c'est pas le cas de tout le monde. Ouais. Bon, donc, je veux dire, il y a beaucoup de questions qui sont posées derrière ça. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que si on va en avant sur des formes de réduction du temps de travail, ce qui est après tout le trend historique, je veux dire, en 1900, on travaillait au cours de cette directive 2,5 fois plus qu'aujourd'hui. 2,5 fois plus qu'aujourd'hui. Donc il faut le faire sur d'autres rythmes. C'est peut-être sur l'ensemble de la durée de la vie active. On parle de formation. Je veux dire, il faudrait qu'en France aussi, on puisse avoir des années sabbatiques de formation qui permettent aux gens à faible niveau de qualification d'élever leur niveau. Ils l'ont fait par exemple en Finlande. On peut avoir aussi d'autres formes qui sont que quand une entreprise est en basse conjoncture, le recours au chômage partiel soit beaucoup plus facile. C'est ce qu'ils ont fait en Allemagne et ça leur a permis en période de récession, alors qu'ils avaient une récession beaucoup plus forte que nous, de ne pas casser l'organisation des entreprises et de conserver les compétences qu'ils avaient acquises au fil du temps. Là, vous réclamez la souplesse dans le code du travail. C'est le partage des risques. C'est le partage des risques. C'est du partage du travail négocié dans l'entreprise en situation de basse conjoncture. On peut le faire aujourd'hui. On peut le faire aujourd'hui en France. Non, mais moi, je pense que par rapport à ce que vous dites, Philippe Frémaux, et quand vous parlez de tendance, il y a un élément qui est, à mon sens, est beaucoup trop absent, qui d'ailleurs souvent est absent aussi des préoccupations des Français, c'est que nous sommes aujourd'hui un tout petit pays à l'intérieur d'un monde immense. Où sont aujourd'hui les facteurs de croissance que vous évoquiez tout à l'heure ? Pourquoi il faudrait travailler, produire plus ? Parce que les marchés immenses aujourd'hui ne sont plus en Europe. Ils sont en Asie. Le problème de l'Europe, de la France, et de la France en particulier, c'est ce déficit tragique qu'elle a sur son commerce extérieur. À la limite, tout serait résolu si nous avions un excédent. Il n'y aurait pas de problème. Nous importerions de la richesse et nous pourrions même nous payer un déficit public. On achète des produits que les autres fabriquent, donc ça fait ça de travail. C'est exactement l'inverse, alors que logiquement, on devrait proposer à l'extérieur. Aujourd'hui, nous sommes déficitaires. La zone euro est largement excédentaire, la balance commerciale, plus 500 milliards. L'Allemagne, plus 230, la France, moins 30. Oui. À ce rythme-là, la France ne va pas. Et là, plus nous sommes en train de parler répartition, il va falloir se répartir la richesse entre nous. Le problème, c'est que la richesse, elle doit aujourd'hui tenir compte de ce qui se passe ailleurs. Nous sommes focalisés sur notre petite France, notre petit hexagone, et nous avons oublié que nous avons une Chine gigantesque, que nous avons une Inde qui grimpe, et là, ce sont des milliards d'êtres humains, des milliards qui travaillent de plus en plus. Le discours que vous tenez, c'est celui, effectivement, qui ravit Marine Le Pen. Non, c'est celui qui ravit Emmanuel Macron. Là, je vous l'accorde. D'être compétitif. Non, parce que je veux dire effectivement, on n'a plus aucun droit, on ne peut plus rien faire parce qu'il y a l'extérieur qui nous menace. Mais c'est pas la question. Précisément ce qui amène les gens. C'est pas la question. Le droit est efficace. La question, c'est qu'on pourrait aussi fabriquer des produits de meilleure qualité, d'une autre gamme, avec un plus fort contenu en nouvelles technologies
on pourrait vendre plus cher plutôt que de tirer tout vers le bas. La montée en gamme, vendre des Airbus plutôt que de... Exactement, plutôt que si on compare avec la filière agricole, vendre des produits finis plutôt que de vendre des porcs que de toute façon on pourra produire dans les pays émergents beaucoup moins cher. J'aimerais qu'on revienne sur la croissance, qui est assez faible, même si ça augmente, 1,1. Les attentats, est-ce que ça peut influer de façon négative sur la... Un petit peu, ça a influencé un petit peu de façon négative. D'abord sur le tourisme, qui représente 7% du PIB. Oui, c'est pas négligeable sur le tourisme, mais donc on a toujours dans ces périodes-là, on va dire une baisse du tourisme. On l'a vu évidemment tragiquement. La Tunisie au mois de juin, qui est très très dépendante du tourisme, a eu là vraiment un influx pour un attentat dont on ne se souvient même plus en France, mais qui a été tragique sur les plages des hôtels de Tunisie. Donc on a bien un impact. Et là on l'a. Alors voilà, on a un impact aujourd'hui sur le tourisme à Paris, moins sur le reste de l'Europe, mais on l'a quand même sur le reste de la France, on l'a quand même. Après, il y a la question de confiance, effectivement, la confiance, bon, ce sont... Le fameux alignement des planètes, baisse du pétrole, baisse des taux, baisse de l'euro, on l'a toujours ça pour 2016 ? Alors ça, c'est vraiment une question importante. Ce sont les menaces qui peuvent exister sur l'économie d'Occident. La baisse des taux, on a un mouvement sur la Banque centrale américaine. On sait relevé ces taux. Est-ce que ça peut être contagieux pour l'Europe ? Alors, vous voulez vraiment qu'on vous réponde ? On n'en sait rien. Aujourd'hui, on ne sait pas parce qu'on est dans un mécanisme complètement incroyable du point de vue historique. Vous avez deux banques centrales les plus importantes du monde qui vont avoir deux politiques complètement opposées. Et aujourd'hui, on voit par exemple, jour après jour, des monnaies des pays émergents qui sont soutenues parce que le dollar est en train de monter énormément et les monnaies des pays faibles sont en train de s'effondrer. On ne sait pas ce qui va se passer sur l'Europe. On sait que là, il peut y avoir un problème. De la même façon, sur la question du pétrole, le prix du pétrole extrêmement bas, c'est intenable pour les producteurs. Ça veut dire des problèmes géopolitiques avec la Russie, des problèmes géopolitiques au Moyen-Orient, des problèmes géopolitiques en Algérie, au Nigeria, au Brésil. C'est ce qui se passe en ce moment. Alors, est-ce qu'on va pouvoir se payer de la croissance avec le problème des autres ? C'est pas sûr que ça dure une année encore. Donc, cette croissance reste fragile. Donc, l'enjeu de l'emploi reste très fragile. Pour des raisons Il va l'obtenir, sa fameuse... Qui est prêt à prendre le pari, là, la fameuse inversion de la courbe du chômage d'ici mai 2017 ? Moi, je suis en train de vous dire que pour la croissance sera molle pour des raisons aussi démographiques qui viennent se rajouter à tout ce que tu viens d'évoquer, avec lequel je suis d'accord. L'Europe est un pays vieillissant, enfin une zone vieillissante, et qui n'a pas la même dynamique de croissance que lorsqu'il y avait le baby-boom, etc. Donc ça, c'est un autre débat que je ne veux pas aborder. Et si on crée, il faut à peu près 130 000 actifs de plus par an en France dans les années qui viennent. Donc il faut créer au moins autant d'emplois marchands si possible, supplémentaires, car s'il y a des emplois non marchands, alors, depuis 2007, depuis la crise financière, on a baissé l'emploi marchand. C'est ce que Philippe Frémaux appelle la solidarité. On peut payer un peu d'impôts pour créer les emplois publics, plutôt que les jeunes soient au chômage. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit des emplois publics si c'est des emplois réellement utiles et des emplois privés si c'est effectivement des emplois qui permettent de renforcer 200 000 emplois publics. Mais subventionnés en partie avec les impôts. Subventionnés en partie. Voilà. Oui, mais on a un tel état de déficit la question, c'est de répondre aux besoins. On peut pas aller plus loin. Si c'est public ou privé. Non, mais d'accord, on ne peut pas aller plus loin en dépenses publiques, en création d'emplois de fonctionnaires. Je crois qu'on a trop donné. De ce point de vue-là, il faut améliorer les services publics en baissant la dépense publique. Il faut faire un effort d'efficacité dans les administrations dont on ne parle pas assez. Et puis, voir aussi que dans l'emploi marchand, il ne se développera dans les petites entreprises que si on rend l'emploi plus flexible et moins contraignant. Il y a un autre tabou auquel ce gouvernement semble vouloir s'attaquer, qui est le tabou du contrôle des chômeurs. Se dire finalement il faut accepter un emploi, il faut peut-être réduire les allocations chômage ou les rentes dégressives. Les questions sont sur la table. Est-ce qu'on fait ça uniquement dans une logique comptable, en se disant comme ça on réduira le déficit de l'assurance chômage, ou est-ce qu'on fait ça aussi dans une logique de inciter les gens à retrouver un emploi, quitte à taxer les chômeurs de fainéants, parce que c'est un peu ce qu'on fait dans ces cas-là. Non. Il faut lutter. Que penser de ces mesures de contrôle du chômage ? Je ne sais pas si je suis clair. Il y a des études quand même assez sérieuses qui ont été faites par Pôle emploi pour évaluer ce qu'était la nature des emplois non pourvus. Ouais. Et c'est vrai que... 400 000. Oui, non, justement. Quand on creuse, on s'aperçoit qu'ils sont nettement moins nombreux que ça. Dans la restauration notamment. Oui, ou alors on annonce en début d'année des créations d'emplois sur l'année avec des intentions d'embaucher, effectivement, où on compte aussi bien
l'ensemble des restaurateurs qui veulent embaucher des gens pendant un mois l'été, ou les agriculteurs qui veulent embaucher des gens pour cueillir des pommes. Donc il est évident que chaque année, du coup, il y a forcément des millions d'emplois qui sont créés dans toutes ces activités. Donc il faut un peu dégonfler la chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème de rencontre de l'offre et de la demande sur le marché du travail, et que si on faisait mieux les choses, on pourrait peut-être arriver à baisser un peu le chômage. Vous n'êtes pas contre le contrôle du chômage, Non, c'est pas du contrôler le chômage, c'est mieux les aider, effectivement, à se former, à former des demandes, et puis aussi de faire le travail pour aller auprès des entreprises, pour que les entreprises ne demandent pas non plus des moutons à 5 pattes, des gens qui sont très mal payés, très qualifiés, avec beaucoup d'expérience, et qui sont prêts à travailler tout de suite. Alors, un tout petit mot, Véronique Destin. Quand même un mot, parce que ça, le faux chômeur, c'est un mythe, ça. Pôle emploi a fait un travail de terrain très précis pour essayer d'aller regarder ce qui se passait sur le terrain. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a des gens qui sont tellement désespérés, tellement désinsérés, qu'effectivement, ils ne recherchent plus d'emploi parce qu'ils ont abandonné l'idée qu'ils pourraient en trouver. Donc Pôle emploi fait tout un travail d'accompagnement de ces demandeurs d'emploi pour leur remettre le pied à l'étrier, leur proposer, comme dit Philippe Frémaux, de la formation, de leur proposer... Plus de l'incitation, de la sanction. Commencer par des... Voilà, c'est une des raisons qui fait que le chômage baissera difficilement, c'est que dès que ça va aller mieux, il y aura plein de gens qui vont revenir sur le marché du travail, ce qu'on appelle l'effet de se réinscrire à Pôle emploi en disant je vais tenter ma chance. Voilà. Alors la lutte contre les déficits est passée au second rang suite aux attentats du 13 novembre. Le pacte de sécurité l'emporte sur le pacte de stabilité, a déclaré François Hollande. La France pourrait donc ne pas tenir son objectif d'un retour sous les 3% de déficit en 2017, et ce alors que la dette continue de filer à plus de 2000 milliards d'euros. C'est un sujet de Marie Laurent et David Lemarchand. François Hollande lui-même avait donné le ton au lendemain des attentats devant le Congrès réuni à Versailles. Face aux dangers terroristes, les effectifs de police, gendarmerie, renseignement seront renforcés, l'effort budgétaire sacrifié sur l'autel de la sécurité. Toutes ces décisions budgétaires seront prises dans le cadre de la loi de finances qui est en ce moment même en discussion pour 2016. Elles se traduiront nécessairement, et je l'assume devant vous, elles se traduiront par un surcroît de dépenses. Mais dans ces circonstances, je considère que le pacte de sécurité l'emporte sur le pacte de stabilité. Balayer le retour du déficit public sous la barre des 3% en 2017. Les engagements budgétaires de la France seront, selon le Premier ministre, forcément dépassés. Ces moyens ne se feront pas au détriment des autres budgets. Nous devons l'assumer et l'Europe doit le comprendre. Il est temps aussi que l'Union européenne, que la Commission comprenne aujourd'hui que c'est un combat qui concerne la France, mais qui concerne aussi l'Europe. Nous sommes intervenus au Mali, pas seulement pour le Mali, pas seulement pour la France, mais aussi pour l'Europe. Message reçu par la Commission européenne qui accepte une fois de plus de fermer les yeux sur les dérapages budgétaires français, en dépit des promesses faites il y a un an, en échange d'un nouveau sursis pour revenir dans le carcan. Vous savez, on fait souvent au pacte de stabilité et de croissance je ne sais quel grief de rigidité ou de stupidité. Je pense qu'en réalité, et nous le démontrons avec notre approche des flexibilités, le pacte n'est ni rigide ni stupide. L'ordre du jour appelle la discussion en lecture définitive du projet de loi de finances pour 2016. Quels sont ceux qui sont pour ? Alors que le Parlement vient tout juste d'adopter le projet de budget de l'État pour 2016, la Cour des comptes jette le doute sur la sincérité des prévisions. L'État aurait tendance à sous-budgétiser certaines missions. 6 milliards d'euros de dépenses supplémentaires ont ainsi été rajoutés en cours d'année en 2015. Depuis le 9 novembre et jusqu'à la fin de l'année, la France vit donc à crédit après avoir épuisé toutes ses recettes annuelles. On voit que la France donc, va vivre à crédit pendant 53 jours. On voit que l'Espagne est à 63 jours de crédit. Le Portugal, 73, donc ils sont en situation encore pire que la France. Et puis après, alors le vert, voilà, l'Allemagne. Ils ont 8 jours d'excédent budgétaire donc, qui permettent effectivement de rembourser la dette ou de générer d'autres dépenses. L'inexorable dette française, passée de 56% du PIB en 1995 à près de 97% aujourd'hui, plus de 2000 milliards d'euros, et ça ne risque pas de s'arrêter. On va arriver dans une période électorale où, effectivement, la tendance, c'est plutôt à l'augmentation des dépenses publiques pour faire des cadeaux aux uns, aux autres, etc. Et donc,
Et effectivement, on ne peut pas imaginer, et en tout cas j'ai du mal à imaginer que d'ici 2017, on ait véritablement une baisse des dépenses publiques. Mais ces mauvaises perspectives continuent à ne pas affoler les marchés. Tandis qu'outre-Atlantique, la donne commence à changer. La Banque centrale américaine vient tout juste d'annoncer une hausse de ses taux directeurs, historique. Cette décision marque la fin d'une période exceptionnelle de 7 ans, pendant laquelle les taux ont été maintenus proches de zéro pour soutenir la reprise de l'économie, après que nous ayons connu la pire crise financière depuis la Grande Dépression. Pas question pour la Banque centrale européenne de suivre le mouvement, pour le moment. La France emprunte toujours à des taux historiquement bas, 0,85% à 10 ans. Ces taux d'intérêt permettent à l'État d'emprunter très peu cher. C'est une bonne chose à court terme, puisque ça permet d'éviter d'augmenter la dépense. Mais c'est une très mauvaise chose à long terme, car à long terme, il faudra refinancer ces emprunts, il faudra se réendetter. Et lorsqu'il faudra se réendetter, ce sera à des taux beaucoup plus élevés, et donc ça nous coûtera beaucoup plus cher. D'autant que la France continue à augmenter le poids de sa fonction publique. En 2014, le nombre de fonctionnaires a grimpé de plus de 40 000, tandis que 74 000 postes étaient supprimés dans le secteur privé. Alors, une dette qui file au-delà des 2000 milliards, mais où sont donc passées les agences de notation ? Question téléspectateur. Philippe de Sertine, on n'en parle plus du tout. Il n'y en a pas besoin aujourd'hui, puisque si jamais vous avez besoin d'emprunter, vous avez les banques centrales qui émettent de l'argent. On va dire la question des agences de notation a complètement disparu du spectre économique à partir du moment où les banques centrales sont intervenues pour aider au refinancement. C'est la planche à billets, au fond, qui a remplacé le fait qu'on risquait d'avoir éventuellement une dégradation de la note. C'est-à-dire que quand l'État emprunte 75 milliards ou 73 milliards pour financer son déficit, au fond, c'est la Banque centrale derrière qui prête cet argent, quoi. À partir du moment où il y aurait un doute des marchés, de toute façon, la Banque centrale est là pour dire mais ne vous inquiétez même pour pas, les je mauvais reprendrai. élèves. Exactement, pour l'ensemble, en tout cas pour les mauvais élèves occidentaux. Attention, occidentaux. Pas les pays émergents, malheureusement. Donc c'est pour ça que peu importe la note des agences de notation. En gros, c'est exactement ça. La question, c'est aux États-Unis, Mme Yellen aujourd'hui est en situation de remonter très légèrement les taux de la Fed, parce que l'économie américaine, de fait, a connu une réelle reprise. Bon, le calcul que fait la Banque centrale européenne, c'est que pour l'instant, la reprise en Europe est très timide, que sur le plan de l'évolution des prix, on est quasiment à zéro, avec toujours un petit risque de déflation. Et donc, dans ces conditions, elle maintient des taux à un niveau très bas. Si demain, on renoue avec une croissance plus forte en Europe, peut-être que la BCE élèvera ses taux, mais on sera aussi dans une situation plus favorable pour effectivement et donc les taux vont remonter. Qu'est-ce que ça voudra dire pour notre dette et le remboursement de cette dette ? Les choses sont très simples. Quand vous avez 2000 milliards de dettes, si vous prenez un point de taux sur l'ensemble de la dette, ça veut dire que vous avez 20 milliards de plus à payer tous les ans. Donc la question des taux est énorme, 20 milliards. Oui. C'est 3 fois le budget de la justice. Rassurez-vous, je veux dire, on n'emprunte pas 2000 milliards tous les ans. Je veux dire, pour renouveler la dette, on emprunte en gros 200, 300 milliards sur une année. Mais même 1 ou 2 points sur... ce sont quand même des milliards qu'il va falloir trouver. C'est important. Et c'est vrai qu'une des raisons qui fait que notre situation aujourd'hui s'est améliorée sur le plan de la prise en charge de la dette, c'est que de fait, la baisse des taux fait que même avec 2000 milliards de dettes, ça ne nous coûte pas si cher que ça, effectivement. Oui, mais on ne perd rien pour attendre. Ça nous coûte moins cher. On ne perd rien pour attendre, Philippe Frémaux. Alors, sauf si de fait... Oui, mais si les taux remontent... Mais ils finiront bien par remonter, ils vont rester ad vitam aeternam à zéro ? Non, mais si les taux remontent et que ça s'accompagne d'un retour à une croissance économique plus soutenue, on sera aussi dans une situation où nos déficits diminueront mécaniquement. Mais en espérant que les deux courbes évoluent de manière favorable. En espérant donc c'est encore gérable ce que vous dites, cette dette. En espérant que ce qui se passe en ce moment, c'est quand même du jamais vu dans l'histoire. C'est qu'on est en train d'arroser les marchés américains et européens avec de l'argent, ça va faire une bulle, et si ça explose à nouveau, on risque d'être au premier rang. Non, mais sur cette histoire de dette et de déficit, on a l'impression que les déficits, ça fait 45 ans qu'on en fait. On est toujours vivant, bien vivant, on nous dit tout va bien, finalement ça coûte pas cher. Non. Mais vous nous dites non, ça peut mal tourner, là. Oui, ça peut mal tourner. Alors d'abord, par rapport à ce que dit Philippe Frémaux, en disant « ayez confiance », vous nous faites nommer... Oui, non, mais quand même, c'est-à-dire, là, vous disiez, si ça va mieux, la BCE peut remonter. Attention, l'ensemble de la zone euro est géré par la BCE, c'est pas que la France. Il faut rappeler que la France, on disait, elle est sous-performante en matière d'emploi, elle est sous-performante en matière de déficit. On est à moins 3,8. La zone euro, vous m'entendez bien, en moyenne, avec l'Espagne, la Grèce, etc., est
à moins 2,1. L'année prochaine, on a prévu d'être à moins 3,2. La zone euro à moins 1,4. Et je ne vous parle même pas de l'Allemagne qui sera positive, elle. Hein, mais... Donc ça veut dire que la France est vraiment à la traîne aussi là-dessus. Elle est à la traîne un peu partout. Ce qui est très grave pour l'Europe, parce que c'est embêtant. La France, c'est pas n'importe quoi dans l'Europe. La France, normalement, c'est le leader, c'est la locomotive. Donc là, aujourd'hui, on a ce problème-là. La BCE peut réagir différemment. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est par exemple, si jamais vous avez le dollar qui monte beaucoup, l'euro qui posait un vrai problème, l'euro qui baisse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les capitaux s'en vont. Au bout d'un certain temps, on serait éventuellement obligé de remonter les taux. Et là, bien sûr, des pays très très endettés comme la France se retrouveraient avec immédiatement une augmentation des taux, honnêtement, qui serait ingérable. Hein, donc là, on sait très bien que ce serait pas gérable, ce serait un problème au niveau mondial. Donc non, c'est vraiment dangereux. Et là, bien sûr aussi, ce qu'il faut relier au problème précédent, hein, c'est-à-dire pourquoi la dette française, la dette publique augmente, notamment parce que nous sommes obligés, d'embaucher plus du point de vue public pour compenser le chômage, et de payer de plus en plus de prestations sociales parce que nous avons beaucoup de chômeurs. Donc on va dire, vous voyez, c'est pas du tout décorrélé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la dépense publique, la question sociale, elle est absolument centrale. Et moins on résout le malaise à un coût budgétaire. Exactement, moins on résout le problème du chômage, plus on se retrouve avec de la dette lourde. Allez, tout de suite, on passe aux questions Internet et SMS. L'écologie peut-elle vraiment être créatrice d'emplois? Est-ce que la croissance verte, ça existe ou est-ce que c'est les choses qu'on nous raconte dans les journaux? Ça, c'est mon job. Je veux dire, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un certain nombre d'investissements qui sont écologiquement très favorables, qui seraient très créateurs d'emplois. C'est vrai que si on arrive... Et à quel prix? Si on arrive à investir... Sans subvention? Avec subvention. Si on arrive à investir... Donc avec les impôts des autres. Il faut que les autres bossent pour que ce soit rentable dans les emplois verts. Si on arrivait enfin à atteindre les objectifs qu'on s'est donnés en termes de rénovation énergétique du bâtiment, ça serait bon pour l'emploi dans le bâtiment, ça serait bon pour la planète parce qu'on ferait moins de CO2, ça serait bon pour la balance commerciale parce qu'on apporterait moins de pétrole, donc ça n'aurait que des qualités. De croissance, si on charge les entreprises qui du coup ne sont plus rentables et qui finissent par mettre la clé sous la porte... Non, si vous voulez y parvenir, il y a deux types de choses qu'il faut faire. Il faut à la fois être plus généreux, effectivement, avec les ménages les plus pauvres, parce que les prêts à taux zéro, les incitations fiscales, ça ne suffit pas. Et il faut être plus contraignant à l'égard des ménages les plus riches, pour qu'au moment où ils vendent leurs biens dans 10, 15 ans, effectivement, ils aient des obligations d'efficacité énergétique. On sait que c'est ce qu'il faudrait faire, il suffit de le faire. On automatise partout. Ne faudrait-il pas que la France fabrique au moins les machines ? Oui, d'ailleurs, la France est sous-robotisée, très très sous-robotisée par rapport au reste même de ses voisins. Alors c'est bon pour l'emploi au moins. Et justement, non, vous voyez bien, c'est-à-dire que il y a un nouveau modèle économique. Les machines ne sont pas l'ennemi de l'emploi. Non, pas tant que ça. C'est pas les mêmes emplois, c'est-à-dire que nous avons vraiment un nouveau modèle économique. Tout à l'heure, on parlait de la Grande-Bretagne. C'est les start-up en ce moment qui embauchent énormément en Grande-Bretagne. Le nouveau modèle économique suppose effectivement qu'on soit leader là-dedans, qu'on fonce là-dedans. Et c'est ce qu'il faut dire aux jeunes gens, peut-être qui nous regardent ce soir, qui sont un peu déprimés par tout ce qu'on raconte. C'est leur dire, mais il y a vraiment un énorme espoir, on va dire un énorme courant ascendant dans l'économie mondiale qui va être lié à ce nouveau modèle économique. Et là, si on n'est pas, on va dire, devant la vague en train de la surfer, on va se la prendre dessus. Donc ça, c'est tout le problème français aujourd'hui. Alors, la formation, c'est bien beau, mais même ceux qui ont de bons diplômes ne trouvent plus de travail, Véronique Descac. Statistiquement, c'est faux. Moins on a de diplômes et moins on a de qualifications, plus on est au chômage. Quel est le taux de chômage chez les bac plus et plus on reste longtemps au chômage. Plus on a de diplômes et moins plus on s'insère facilement dans le monde du travail. Ça, c'est imparable statistiquement. Et c'est très clair, hein, je l'ai dit tout à l'heure, 700 000 demandeurs d'emploi sont sans qualification. Depuis 40 ans, toujours sur cette question, on parle de revaloriser l'apprentissage, mais on présente aux collégiens le lycée général comme la voie royale. C'est vrai qu'il y a un problème culturel dans notre pays. On a l'impression effectivement qu'il y a des diplômes universitaires, scolaires qui sont formidables et que tout ce qui se fait par l'alternance, c'est moins bien, c'est un peu dévalorisé. Et c'est vrai qu'il y a un problème, ça a été souligné tout à l'heure par l'un d'entre vous, d'une meilleure coopération entre l'éducation nationale et le milieu professionnel, le milieu de l'entreprise, pour que ces deux milieux se comprennent, forment les jeunes aux métiers dont l'économie a besoin, mais aussi que les entreprises aient conscience qu'elles doivent préserver les compétences qu'on appelle les compétences transversales des apprentis et des jeunes qu'elles forment en alternance. Alors justement, formation, mais à quel métier ? Écoutez, il y a des pénuries, même s'il a dit que ce n'était pas 400 000 comme d'autres le pensent. Il y a des métiers de chaudronnier, etc. On se forme à la chaudronnerie aujourd'hui, ou être soudeur,
on trouve un emploi à condition de se déplacer. Et bien payé? Bien, 2500. Je me suis renseigné, j'ai vérifié justement. Un BEP de chaudronnier ou de CAP? Un CAP de chaudronnier, il est embauché à 2500 € net. Et à part en Ile-de-France, un boucher dans la grande distribution, il est payé 2300 € net par mois. Donc, ça, tout le monde le dit, mais quand on voit son neveu, on lui dit va en terminale. Ce qu'elle a dit est très important, je crois, comme le diplôme protège contre le chômage, mais il exclut aussi de plus en plus. Les entreprises, finalement, se disent l'éducation nationale a fait un filtre, donc je prends un bac plus 5, quitte à occuper un job de niveau bac plus 3, et c'est vrai qu'il y a un problème pour ceux qui sont sans diplôme, qui arrivent à s'insérer, mais aussi parce qu'il y a une proportion croissante parmi eux de gens qui ne maîtrisent pas les savoirs de base, lire, écrire et compter. Ça renvoie à un autre débat, on aura peut-être un jour, sur la question de la classe préparatoire et des apprentissages de savoirs de base. Où en est-on du million d'emplois promis par le MEDEF? C'était Pierre Gattaz qui avait son pins, là, 1 million d'emplois. Non mais ça c'est de la com, c'est 100% com. Hein. Le gouvernement a quelque sorte a dit chiche avec le crédit impôt compétitivité emploi, il a dit chiche avec le pacte de responsabilité, ils ont encaissé les diminutions de charges et les diminutions d'impôts, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On ne leur a pas exigé de contrepartie, donc eh bien ils se sont contentés de cet effet de soulagement un petit peu sur leur marge. C'était un marché de dupes alors. Et puis alors nous, ce qu'on veut, et ce qu'on demande au gouvernement, puisqu'il dit qu'il va annoncer des mesures pour l'emploi à cette rentrée, c'est que d'abord, il commence par mettre tous les acteurs autour de la table, et en particulier les branches professionnelles, pour dire où en êtes-vous des engagements que vous aviez pris, où en êtes-vous des investissements que vous deviez faire, et quelles sont vos perspectives en matière de création d'emplois. Que nous réserve la future loi El Khomri? Sera-t-elle autre chose qu'une déconstruction des acquis sociaux? On parle de supprimer les seuils, on parle de... Ça c'est passé. Ça c'est passé, on n'en parle plus. Bon. Non, la loi El Khomri, pour ce que j'en sais, parce qu'on n'a pas encore eu la présentation du texte, elle va surtout constituer à rendre un peu plus lisible ce qui est le Code du travail tel qu'il est aujourd'hui, à l'organiser autour d'un certain nombre de grands principes. Et d'ailleurs, nous, on pense qu'à l'occasion de cette réécriture autour des grands principes, on peut aussi y inscrire des grands principes pour tout ce dont on a parlé tout à l'heure, ceux qui travaillent pour Uber, là, tout l'emploi qu'on appelle dans la zone grise, c'est-à-dire qui ne sont pas directement salariés, mais qui sont quand même dans une dépendance économique. Donc on pourrait profiter de cette loi pour... y compris appliquer les grands principes à ces travailleurs-là. Et puis la loi El Khomri, elle devrait aussi clarifier un peu ce qui relève du Code du travail, ce qui doit être renvoyé à la négociation dans les branches, et ce qui doit être renvoyé à la négociation d'entreprise pour rendre les entreprises encore un peu plus agiles qu'elles ne le sont déjà, avec tous les outils qu'on a mis à leur disposition pour être favoriser les accords style Smart, là, où c'est le patron et les syndicats. Enfin, là, en l'occurrence... Smart, en l'occurrence, c'est un mauvais exemple avec Smart, mais... C'est un mauvais exemple. Disons que si ça avait marché, c'était ce style d'accord. Exactement, permettre de regarder comment l'entreprise doit s'organiser au plus près de sa réalité, mais au plus près aussi de la vie des salariés qui la composent. Ce gouvernement peut-il encore faire de vraies réformes économiques à moins de 18 mois de la présidentielle? Moi, je pense qu'il doit déjà consolider les réformes qui ont été faites et qui ne sont pas mineures. Hein. La réforme de la formation professionnelle. Ça, c'est quoi? C'est pour qu'elle bénéficie aux chômeurs? Mieux orienter les flux d'argent de la formation professionnelle vers les gens qui sont peu qualifiés, qu'ils soient salariés ou qu'ils soient demandeurs d'emploi. Le compte personnel d'activité, ça va permettre encore d'attacher des droits aux individus, quel que soit leur statut, et donc de faire moins de différence entre ceux qui sont salariés, ceux qui sont en CDD ou CDI, ceux qui sont fonctionnaires, ceux qui ne sont pas du tout salariés. Philippe Dessertine, en un peu plus d'un an, ce gouvernement pourrait ou peut faire quelque chose? Il pourrait, il le devrait, puisque nous sommes dans une situation, répétons-le, qui est une situation d'urgence. Après, nous ne sommes pas ici des commentateurs politiques, et moi je crains que dans la situation politique d'aujourd'hui, on aura beaucoup d'annonces, mais finalement peu d'effets. La politique économique